morceaux de terre aride sculptés depuis la nuit des temps par les vagues de la Méditerranée. Entre Sicile et Tunisie, à mi-chemin de Gibraltar et de l'Égypte, l'île de Malte est située au carrefour des routes maritimes qui sillonnent la mer intérieure. Après les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Arabes, le destin de Malte bascule au Moyen-Âge avec l'arrivée des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pour reconquérir la Terre Sainte tombée aux mains des Turcs, l'Église lance les croisades. Les hospitaliers accompagnent le mouvement avec pour mission de soigner les pèlerins venus à Jérusalem. Mais pour défendre la Terre Sainte, ils finissent avec le temps par se militariser. Vaincus par les Turcs en 1291, les hospitaliers se rendent à Chypre puis à Rhodes. En 1530, soucieux d'arrêter la progression turque en Méditerranée, l'empereur Charles Quint offre Malte aux chevaliers de Saint-Jean. Ils y régneront sans partage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Quand les chevaliers sont arrivés à Malte, c'était un endroit très pauvre. C'était très différent de Rhodes, où la vie était presque paradisiaque. Mais en arrivant ici, ils ont dû s'adapter à cette situation. Ils n'avaient pas vraiment le choix. En fait, le chevalier La Valette a essayé d'échafauder et d'organiser la défense de Malte pour résister au grand siège, qui a duré de mai jusqu'en septembre 1565 et qui a totalement dévasté l'île de Malte. La pierre a été une pièce maîtresse de la stratégie de défense de l'île. La pierre a été un élément essentiel de l'architecture maltaise pour construire des maisons, des églises et pour tout ce qu'il était nécessaire de construire. À l'époque où l'Europe se transforme, éclairée par les artistes de la Renaissance, les cités maltaises qu'investissent les hospitaliers ressemblent à de vieilles citadelles médiévales à l'abandon. En prévision des nombreuses attaques pirates, Mdina, la capitale de l'île, est alors située à l'intérieur des terres. Dès son arrivée, Villiers de l'Isle-Adam, le grand maître de l'ordre, installe ses troupes en bord de mer dans le quartier de Bourgou et commence les travaux de fortification. Après 1565, qui marque la victoire de Jean Parisot de La Valette sur l'armée de Soliman le Magnifique, Malte se couvre de monuments prestigieux à l'image du palais des grands maîtres. Toutes les personnes arrivant à Malte étaient surprises. C'était une petite île, peuplée de quelques milliers d'habitants et de quelques chevaliers. Il y avait des Maltais, mais aussi des membres de l'ordre de Malte. Ce sont eux qui ont contribué à rejeter les ennemis à la mer. Plus tard, Malte a connu un regain d'intérêt. Il y a eu ce que j'ai appelé des grands changements révolutionnaires. Il y avait beaucoup d'échanges. Les Maltais allaient en Europe et les Européens venaient à Malte. L'architecture a donc connu un essor considérable. On a construit de magnifiques églises, de belles demeures, de très beaux palaces. Autant de constructions qui existent encore aujourd'hui. Construite à partir de 1573 et enrichie jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la cathédrale Saint-Jean, chef-d'œuvre de l'art baroque, incarne toute la puissance du pouvoir des chevaliers de l'ordre.
Extérieurement, l'édifice a une austérité militaire. Mais une fois à l'intérieur, on assiste à une véritable explosion de dorure. Les décorations devaient impressionner quiconque entrait à l'intérieur et ainsi surprendre par sa beauté. N'oublions pas qu'à l'époque, l'église était considérée comme faisant partie du paradis. Plus l'église était belle, plus les fidèles se sentaient proches du paradis. Le plafond est magnifique. Les murs sont décorés d'incroyables sculptures et le sol est reconnu comme l'un des plus beaux du monde. La plupart de ces tombes ont été dessinées par les plus grands peintres. Les chevaliers en étaient très fiers. Et même après leur mort, ils voulaient qu'on puisse admirer une représentation de leurs plus beaux exploits. En 1789, les chevaliers prennent position contre la Révolution française et financent, dit-on, la fuite de Louis XVI à Varennes. En représailles, Bonaparte, en route pour sa campagne d'Égypte, s'empare de La Valette. Après 2 ans d'occupation, les Français sont chassés par les Britanniques qui resteront maîtres de l'île jusqu'à l'indépendance de 1964. À quelques kilomètres des ors et des imposantes fortifications de La Valette, le petit port de Marsachloc, où les Phéniciens jetaient l'ancre dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, possède le charme et les couleurs de la Méditerranée. Voici un exemple du plus vieux bateau de pêche maltais, que l'on appelle caïque. Le caïque est plus petit que le Luzhu. La différence entre les deux, c'est que le Luzhu a une poupe arrière double, alors que le caïque a un tableau arrière très plat. C'est comme s'il était vivant. Il fait partie de moi. Surtout parce que je l'ai construit moi-même. Là, j'ai du vopi. C'est un peu comme des sardines. Là, j'ai du mérou, qu'on appelle tcherna en maltais. Là, j'ai de la morue, du thon frais. Ici, on l'appelle koubrita. Le meilleur poisson au monde viendrait de la Méditerranée. C'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que la mer y est plus salée.
Dans le port, les bateaux de plaisance cohabitent avec les chalutiers. Marsashloq est le principal port de pêche de l'île. De nos jours, on ne pêche plus beaucoup avec les Lutzu. Enfin, moi personnellement. Maintenant, on pêche aux chalutiers. Les chalutiers pêchent seulement en haute mer. Il faut les entretenir et c'est beaucoup de travail. Alors on n'a plus le temps pour pêcher à l'ancienne. Les bateaux traditionnels, les Lutzu, sont peints en jaune comme le soleil, ont des décorations rouges et blanches en l'honneur du drapeau maltais et du bleu qui représente la mer. Ce sont les couleurs traditionnelles. Il y a aussi des yeux sur la proue, c'est une tradition qui nous vient des Égyptiens. Ils protègent les pêcheurs du danger. Et ça fonctionne? Parfois, oui. Retour à la marina de La Valette où nous attend notre voilier. Après quelques recommandations de Steve, notre skipper, nous larguons les amarres. Nous sortons lentement du port, admirant au passage les incroyables fortifications qui entourent la ville. Une fois dépassée la dernière jetée, nous ne sommes plus accompagnés que par le chant de la mer qui glisse le long de la coque et par le vent qui s'engouffre dans les voiles. Durant une semaine, la Méditerranée va être notre jardin et ce bateau notre maison. Les petites criques où nous allons jeter l'ancre vont être autant de portes donnant sur Malte, Gozo et Comino, les 3 îles de l'archipel maltais que nous allons parcourir. Ici, c'est l'endroit où s'arrêtent la plupart des yachts en route pour les îles de Comino et de Gozo. À mon avis, ce qui fait l'attrait de ce lieu, c'est le fait qu'on ne puisse pas y aller à pied. On est obligé de venir en bateau. C'est différent de la plage. Rares sont les gens qui descendent ces falaises pour venir jusqu'ici. Elles sont protégées. La nature prend soin d'elles. Si je lance du pain, ils viendront immédiatement. Mais si je lance un trop gros morceau, ils tombent au fond, alors ils ne viennent pas. Ils sont plus intelligents que certains des gens que je connais. Nous profitons de cette escale pour nous rendre à Mdina, l'ancienne capitale de l'île.
La ville de Mdina est très ancienne. La ville est située au centre de l'île de Malte, sur une petite colline. Avant l'arrivée des chevaliers, personne ne vivait sur la côte, parce que les pirates arrivaient par la mer. On vivait déjà ici à l'âge de bronze. Plus tard, la ville a été conquise par les Phéniciens, puis par les Romains. Au IXe siècle, les Arabes sont arrivés, et ce sont eux qui lui ont donné son nom, Médina. La ville de Mdina a été construite au Moyen Âge. Rien n'a bougé depuis. À l'époque, les villes se composaient de ruelles qui débouchaient sur de petites places. Ces places servaient de carrefour. Alors, si l'ennemi réussissait à entrer, il ne pouvait pas en sortir, car la ville était conçue comme un vrai labyrinthe. Seules quelques centaines de personnes habitent aujourd'hui à Mdina, que les Maltais surnomment la Cité du Silence. Certaines d'entre elles appartiennent à de très anciennes familles de l'île. Je suis né dans cette maison en 1950. Du côté paternel, mes ancêtres viennent de Sicile. D'après mes recherches, ils sont arrivés ici vers 1400 et ont toujours vécu à Mdina. Cette résidence est construite sur une ancienne maison romaine. Elle a aujourd'hui 1700 ans. La maison a connu différentes époques. La période romaine, la période arabe, la période romane et la période normande. L'influence arabe a été déterminante. Ils nous ont transmis leur savoir et apporté l'agriculture. Ils ont introduit la culture des agrumes, comme les oranges et les citrons, les systèmes d'irrigation pour les champs, et ils nous ont donné les chiffres. Ils ont aussi construit des écoles et des bâtisses de différents styles. Cette forme d'arche est très caractéristique ici. Mais on la trouve plus à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. En fait, l'architecture a été modifiée à l'époque baroque. Tout a évolué, surtout au XIIIe siècle, lorsque les chrétiens voulaient affirmer leur hégémonie. Ils construisaient de très hauts clochers dans les cathédrales gothiques et ils posaient une croix au sommet. Mal récompensé de son engagement contre l'envahisseur ottoman, Mdina est délaissée au profit de La Valette, la nouvelle capitale. Le tremblement de terre de 1693, en détruisant une grande partie de ses monuments, contribue à plonger un peu plus dans l'oubli la vieille cité. À l'abri de ses remparts, la belle endormie renaît aujourd'hui pour offrir aux touristes un paisible voyage dans le temps. De retour à bord, nous reprenons notre voyage. Alors qu'il se rend à Rome en venant de Palestine, Saint Paul fait naufrage au large de Malte. Recueilli par les habitants, l'apôtre, dit-on, fait des miracles, guérissant les malades par simple apposition des mains.
C'était il y a 2000 ans, et l'ombre de Saint-Paul plane toujours sur les rivages de Malte. Nous approchons bientôt de la baie de Mélia, où nous jetons l'ancre pour la nuit. Dès le lever du soleil, nous reprenons notre route. Longeant les murailles rocheuses qui protègent la pointe ouest de Malte, nous mettons le cap sur la petite île de Comino. Avant de débarquer à Comino, Steve conduit son voilier dans une petite crique aux eaux cristallines. Une invitation à découvrir la beauté des fonds sous-marins. Tiens, c'était pas mal du tout, hein. Tu veux un peu de petits poissons? C'est ça, surtout la jellyfish. Ouais, jellyfish encore. Hein. Ah ouais. Nous arrivons bientôt en vue de Comino. Jusqu'à l'arrivée des chevaliers, cet îlot rocheux d'à peine 2 km² servait de repère aux pirates barbaresques.
La tour de Comino, connue sous le nom de Tour Sainte-Marie, a été construite par les chevaliers et le grand maître Alof de Vignacourt. Il a décidé de renforcer la sécurité des côtes en raison de la piraterie qui faisait rage, plus particulièrement dans les détroits entre Comino et Gozo et Comino et Malte. Si vous êtes basé ici, vous pouvez facilement attaquer là-bas, puis revenir ici. Il voulait sécuriser l'île au maximum. Quelques habitants vivent sur ce rocher minuscule dont le nom évoque le cumin, une épice orientale. Preuve que la Méditerranée a toujours été sillonnée, même pendant les périodes de guerre, par des routes commerciales reliant l'Orient à l'Occident. Nous sommes uniquement 4 à vivre sur cette île. Avant, on était plus nombreux ici. Certains habitants sont morts. D'autres sont partis en Australie, au Canada, en Angleterre, à Gozo ou à Malte. Seulement 4 personnes sont restées ici. Tous les gens qui viennent ici disent que c'est un bel endroit, un endroit tranquille. Je pense qu'ils aimeraient pouvoir vivre ici, mais les choses ne sont pas aussi simples. Les jeunes, eux, ils veulent sortir le soir. Mais ici, il n'y a rien pour sortir. On peut juste s'asseoir autour d'une table pour regarder un peu la télé, et après on va dormir. Quittant Comino, nous poursuivons notre voyage en direction de Gozo. Nous sommes des vrais marins, ça ne fait pas le moindre doute. Nos origines, c'est la mer. Les premiers Maltais venaient du Liban. Ils ont traversé la mer en bateau. Lorsqu'ils ont quitté l'île, certains d'entre nous pensent que Malte est restée déserte pendant quelques milliers d'années, les Siciliens ont pris la relève. Et eux aussi sont arrivés en bateau. Nous entretenons une relation particulière avec la mer. À cette époque de l'année, tout le monde parle de poissons, de pêche. Chaque famille prépare le traditionnel lampouki, la dorade coryphène, que ce soit en tarte ou bien frit ou encore au four. Notre rapport à la mer est très fort. Les îles de l'archipel maltais sont proches les unes des autres. Alors avant de rejoindre notre mouillage nocturne dans le port de Mgar à Gozo, Steve jette l'ancre et improvise une petite séance de pêche à la ligne. L'île de Gozo est connue depuis l'Antiquité par les marins. Dans l'Odyssée, Homère, s'inspirant sans doute de faits réels, fait naufrager Ulysse au large de Gozo, où la nymphe Calypso le retient prisonnier pendant 7 longues années avant de le laisser reprendre la mer pour son île d'Ithaque. La beauté sauvage de l'île, les côtes déchiquetées, les grottes creusées par la mer, offrent un décor de rêve au récit légendaire.
Gozo ne fut pas seulement l'une des résidences secondaires des dieux de l'Olympe. Des hommes vivaient sur cette île, cherchant comme ici, avec ses salines, à exploiter pour survivre les maigres ressources naturelles. Comme l'ancienne capitale de Malte, Mdina, c'est au centre de l'île que fut érigée la principale ville de Gozo. La ville est située sur une colline. D'ici, on peut voir la mer et toute l'île de Gozo. De nos jours, on l'appelle Victoria, en référence à la reine Victoria, venue visiter Malte et Gozo pour célébrer son jubilé d'argent. Le nom de la ville, Rabat, avait alors été modifié en son honneur. Les habitants continuent de l'appeler Rabat. À Gozo, on parle encore beaucoup l'arabe. Quelques cultures en terrasse apportent un peu de géométrie dans un paysage où le maquis règne en maître. Le véritable jardin des Maltais, c'est la mer. Les rivages de Malte et de Gozo n'ont aucun secret pour Steve. Une fois encore, il se dirige vers une crique bien abritée du vent pour passer la nuit. L'équipage a l'air très enthousiaste aujourd'hui, hein? Ils s'intéressent beaucoup au bateau. C'est bien, ils sont jeunes. Naviguer, c'est pas évident. Sauf quand on a quelques années d'expérience. Sinon, on ne sait pas ce qu'il faut faire ni quand il faut le faire. Alors j'essaie de les impliquer au maximum. Ils apprennent vite. Et d'ici la semaine prochaine, ils sauront naviguer sur leur propre bateau. Comme de vrais skippers. Au cours de la journée, nous faisons le tour de l'île de Gozo, observant depuis la mer les paysages abordés la veille au cours de notre exploration terrestre.
De retour sur l'île de Malte, nous nous rendons sur la côte sud pour découvrir la Grotte Bleue, l'un des sites naturels les plus spectaculaires de l'archipel. Pour comprendre l'origine d'une telle formation, nous avons demandé l'aide de John, géologue. Bien que les îles de l'archipel se sont formées à peu près à la même époque, de moins 35 millions d'années à moins 5 millions d'années, chaque île, du fait de certains facteurs, possède sa propre identité géologique. À Malte, par exemple, deux grandes failles définissent l'île, la faille de Mala et la grande faille qui traverse l'île d'est en ouest. Mala est une ville qui n'est pas très loin d'ici. Là-bas, plus de 250 km de terrain ont été submergés par la mer. Et voici ce qu'il reste. Là-bas, il y a une grande épave. C'est un pétrolier d'environ 110 mètres de long. Cet endroit est un site de plongée très populaire. On peut y voir des hippocampes et de gros bancs de poissons. C'est vraiment sympa. De nombreux petits Luzhu à moteur conduisent les touristes à la découverte de la Grotte Bleue. Les grottes sont très importantes pour les géologues, pour les paléontologues, mais également de nos jours pour les écologistes. C'est la plus vaste des grottes de l'île de Malte. Pour les géologues, elle est importante parce qu'elle constitue une sorte de livre. Un livre dont il faut lire chaque page. On y apprend l'histoire de la grotte, mais aussi des informations sur leur formation géologique. Dans certains endroits, on peut aussi trouver des restes d'animaux qui vivaient là il y a des milliers d'années. Par exemple, les éléphants nains ou les hippopotames nains. Ces ossements ont pour la plupart été retrouvés dans ces grottes. Situés à proximité de la Grotte Bleue, nous découvrons les temples de Agarkim. Leur construction remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ, soit environ 1000 ans avant celle des grandes pyramides égyptiennes de Gizeh.
Les temples de Malte sont véritablement les seuls au monde à présenter une telle structure. C'est étonnant parce que même si l'on sait qu'ils étaient en relation avec d'autres îles proches, notamment pour se procurer des matériaux dont ils avaient besoin, on ne retrouve aucune trace dans ces constructions d'une quelconque influence des autres cultures méditerranéennes. Il est très difficile pour nous de savoir ce qui se passait exactement en ces lieux. Il y a un endroit, à Tarchin, où l'on trouve un autel avec un trou qui a été rebouché. À l'intérieur, on a retrouvé des restes de couteaux en pierre et des ossements d'animaux. C'est la seule piste que nous avons quant aux cérémonies qui avaient lieu ici. Nous savons que ces gens étaient des paysans et cultivaient des champs de blé, de lentilles et d'orge. Et ils élevaient des moutons, des chèvres, des cochons et du bétail. Nous en savons peu sur eux, mais nous savons qu'ils avaient des rapports avec d'autres îles de la Méditerranée, comme avec la Sicile, Lipari, Pantelleria et le sud de l'Italie. Ils rapportaient de ces îles des matériaux qu'on ne trouvait pas ici, comme du silex et de l'obsidienne. Cette journée de navigation est la dernière du voyage. Steve avait encore bien d'autres endroits à nous faire découvrir, mais la météo en a décidé autrement. Comme vous pouvez le voir, le temps a changé. J'essaie de rester vigilant parce qu'on dirait que ce soir on va avoir droit à un orage. Si on part dans l'autre sens et qu'on est coincé par l'orage, il n'y aura pas de port où s'arrêter pour être en sécurité. Alors qu'il est, le vent souffle à 28 nœuds, ce qui est assez fort, et la mer est houleuse. Dans ces conditions-là, il vaut mieux rejoindre la marina et rester à l'abri. Une semaine après notre départ, nous voici donc de retour à La Valette. Dans les rues de Birgu, l'ancien village de pêcheurs devenu Vittoriosa après la victoire sur les Ottomans, il règne une certaine effervescence. Le drapeau orné de la Croix de Malte flotte un peu partout dans la ville. Nous sommes le 8 septembre, le jour de la fête nationale. Depuis le XVIe siècle, des compétitions d'aviron sont organisées dans le Grand Port pour célébrer la victoire des chevaliers sur les Ottomans le 8 septembre 1565.
Chacun des 7 clubs qui participent à la régata est soutenu par une foule de supporters. Gagner la régata pour un Maltais est aussi important que remporter la Coupe du monde de football pour un Brésilien. C'est ainsi que depuis de nombreuses années, Walter supporte l'équipe de Sanglea. Le mois précédant la régata, l'équipe de Sanglea a gagné environ 20 courses. Ils ont une très bonne équipe. Et on espère vraiment qu'ils vont gagner celle-ci. Ces bateaux nous viennent des Phéniciens. À l'origine, ils étaient très grands, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus petits. Il y a plusieurs sortes de bateaux. Le caïque et la vregatina. Un petit bateau avec 2 coureurs, un debout à l'avant et un assis à l'arrière. Notre équipe est en jaune et rouge. Ce sont les couleurs de notre cathédrale, Notre-Dame des Victoires. Le jaune et le rouge. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ont depuis longtemps remisé leurs armures et déposé leurs épées. Renouant avec leur mission première, ils sont aujourd'hui 10 000 environ à apporter des soins aux malades et aux pauvres. Mais plusieurs siècles de pouvoir ecclésiastique ne s'effacent pas d'un trait de plume. C'est donc par une procession en l'honneur de la Vierge que s'achève cette journée de fête nationale.